Paris est éliminé ce soir, donc c'est sidérant. Est-ce pour vous inqualifiable? Habillage à la parisienne, s'il vous plaît. Jo, inqualifiable ou non? Ouais, je sais pas. Oui, plutôt. Oui. Hervé? J'enlève une nouvelle fois le plus tôt de Johan. Oui. Olivier? Oui, c'est sidérant, c'est inqualifiable, moi je les défendais et ils m'ont tué, ils m'ont poignardé. Ouais. Ils m'ont poignardé. Trahi par le Paris Saint-Germain. Bertrand? Complètement. Inqualifiable? Non. Non. Au sens qu'on ne peut pas qualifier? Ouais. Non. Ok. On va mettre des mots dessus. On va mettre des mots dessus. On déclenche le duel, président? Pas ce soir? Plus tard. Plus tard? Ok. On peut mettre des mots dessus. Bertrand Latour. C'est un match, une deuxième période, en l'occurrence, un trou d'air qui est honteux, je trouve, qui est inadmissible. La défaite, par exemple, la déroute contre le Barça, le 6-1, je trouve que c'est quelque chose qui sort de tout ce qu'on avait vu avant. Là, c'est l'histoire d'une remontada dans un match, une remontada qu'on avait des difficultés à envisager après le match aller, qu'on avait encore un peu plus de mal à envisager à la mi-temps, mais qu'on ne pouvait pas totalement à 100% écarter. C'était d'ailleurs un peu la tendance de ce qu'on disait. Ouais. Dans un match rationnel, le PSG devait passer et tout était très rassurant. Mais ce club-là et cette équipe-là, parce qu'il y a un certain nombre de joueurs qui font partie des déroutes année après année, nous y ont déjà habitués, les supporters du Paris Saint-Germain. Bah oui, parce qu'il y en a qui ont quand même pris des remontadas unes après les autres depuis le 6-1 jusqu'à... je dis juste ça, je dis qu'il y en a un certain nombre qui sont à chaque fois. C'est bon, c'est bon. Bertrand, pourquoi il me dit non? Mais parce que tu as d'autres joueurs. Non, parce qu'il va parler. Tu peux pas imaginer un seul instant que Donnarumma va te faire ce qu'il t'a fait. C'est pas possible. Tu peux pas y penser, ça. Je veux dire, quand il a le ballon dans les pieds, qu'il a ce millième d'hésitation où il a cette conduite de balle qui est totalement maladroite. 5 secondes. Mais oui, non, mais même, c'est pas les 5 secondes, c'est les premières secondes qui sont pas bonnes. Tu penses jamais, excuse-moi Bertrand, mais tu penses jamais que Donnarumma va nous commettre cette erreur d'enfant. C'est un truc d'ahurissant. Et tu peux pas... Je sais pas, quand je vois Marquinhos, qui est pour moi un joueur totalement irréprochable, qui lors de la remontada n'a rien à se reprocher, quand il fait cette erreur de débutant sur le 3... il peut se reprocher. Oui, non, mais il était gamin, gamin. D'accord. Il était gamin, là il a beaucoup plus d'expérience. Faire cette faute de relance, de jouer dans l'axe du but, sur le centre de Vinicius ou de Robert, de machin là, et qui rentre et qui donne le ballon plein axe à Benzema, je dis c'est... Junior. C'est pour ça que j'ai dit, moi, ils me poignardent, ces mecs-là, parce que tu crois en eux pendant 60 minutes, ils te font un match cohérent, il y a de la maîtrise, il y a de l'application, il y a du replacement défensif. C'est un coup de poignard. C'est ton tort et c'est ton côté naïf et sans doute très frais. Qu'est-ce que je t'ai dit à la mi-temps ? Pour vous, c'était plié à la mi-temps. Je te dis qu'en face, tu as des grands joueurs quand même. Alors effectivement, physiquement, ils ne sont pas là, football, machin. Mais tu as un gars comme Benzema, qui est un des 3 meilleurs joueurs du monde. Tu as Vinicius, qui va à 1000 à l'heure et qui peut se... Non mais Didier, par rapport à ils perdent le fil sur une demi-heure, le PSG. Sur 2 matchs. Et sur une demi-heure, ils font des erreurs incroyables pour que ça tourne comme ça. Alors il y a des grands joueurs en face, je reconnais, mais il y en a aussi au PSG. Et il y a des moments donnés... Tu peux pas penser que c'est plié à la mi-temps quand tu connais l'histoire du PSG. Non, on n'a pas dit que c'était plié, on disait que la tendance était plutôt favorable. Oui, enfin, c'était quand même plus pointu. Personne ne voyait qu'éventuellement... Non, mais c'est vrai que tu l'as dit. Non, mais c'est vrai que tu l'as dit en disant on ne sait jamais, il fallait ces débuts d'écart, et c'est pour ça que je regrettais dans la première mi-temps où tout roulait, qu'il y avait des possibilités, et ce 1-0, si tu veux, je me disais, on va quand même souffrir. Des erreurs, tout le monde en fait. Aujourd'hui, c'est Donnarumma. Tu as des tas... Mais Marquinhos, c'est une énorme erreur aussi, le 3e. Oui, le troisième. T'es en panique, t'es en feu, tu fais de prendre 2-1 et tu vas faire une relance dans l'axe. Mais ça reste. Tu dois mettre en ça reste, et là je rejoins Bertrand, ça reste des joueurs, notamment Marquinhos, qui ont vécu la remontada, qui ont vécu Manchester United... C'est pas rien, c'est de la même veine, à des degrés divers. Non mais tout le monde, tu vois bien, la fragilité, tu la vois quand
tu es mené 3-1 quoi, parce qu'il marque 2 buts en 2 minutes. Ouais. À la 76e minute. Tu as vu le dernier quart d'heure? Le dernier quart d'heure, c'est comme au Barça, les machin, où vous avez touché, je crois, 2 fois le ballon en 10 minutes. C'était. Et moi, je trouve que c'est plus grave. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conséquence? Comme conclusion. Pardon, conclusion. Eh bien, il y a une fragilité dans cette équipe. Mais déjà l'aspect mental, t'as l'impression qu'ils étaient à 8 minutes de pouvoir se qualifier sur le dernier quart d'heure alors qu'il manque un but. Et qu'il y a des vieux démons qui machin, et que malgré tout, de toute manière, c'est un club de saltimbanque, le PSG. Tu vois, l'histoire, elle commence là. C'est créé par Belmondo. Il dit, comment allez-vous, machin quoi. Par Daniel Echter, artiste, côtoyé. C'est pas rationnel, quoi, si tu veux. Et déjà, sous Bourrier. C'est quand même pas bing badaboum. Mais tu n'es pas d'accord avec ça. Mais j'entends bien, mais ça. Mais pourquoi ça? Alors, donne-moi la raison, toi. Bébel, passez la main à Charles Gérard. Oui, vas-y, Charles. Donne-moi la raison pourquoi le château de cartes avec des mecs comme ça, qui ont 103 sélections, des machins quoi, tout se les kiffer. Non, mais t'avais un PSG structuré où ils ont gagné des trucs, des trophées. À la fois en France, à la fois en Europe. Le PSG? Ben oui, quand c'était structuré avec un truc cohérent dans le club. C'était très bien. Ils gagnent la Coupe des Coupes, etc. Il faut une autre finale derrière. Alors c'est pas peut-être la Ligue des Champions. Pardon. Sur la Coupe des Coupes en 96, on est obligé, enfin Michel Denisot est obligé de rappeler Yannick Noah. Évidemment. Parce que sinon... C'est un club à cette époque-là. D'accord. Mais tout est possible quand je te dis c'est un club de saltimbanque. C'est quand même une équipe. Alors, c'est cette équipe-là dont tu parles. Rai, Leonardo, Patin, Couffin, tout ça et tout. Ils ont oublié d'envoyer un mail pour signaler que lui était truc. Boum, tu as match perdu à Bucarest, 3-0. C'était pour le match retour. Mais oui, mais... Non mais tu peux... Et on va pas rappeler tous les faits d'armes du Paris Saint-Germain pour expliquer l'élimination. Mais c'est le seul club au monde à ce niveau-là qui te fait des choses pareilles. J'entends bien. Charles Gérard est demandé. S'il vous plaît, silence. Mais j'entends bien ce que tu dis. Moi, si... Alors, j'écoute ce que tu dis. C'est clair. De toute façon, aujourd'hui, à la fin de ce match, moi, je suis président ou j'ai la chance de diriger le PSG. Je vire tout le monde. Oui. Comme ça, 26 joueurs. Mais je regrette. Pas dire ça. Mais si. Mais je regrette. Je regrette. Pourquoi? Tu regrettes, mais tu vas te retrouver seul à jouer. On va noter les joueurs. Donc les notes, ça va être quand même assez édifiant pour certains, encore une fois. Tu es quand même obligé ce soir, parce que pendant 30 minutes, jusqu'à la 61e minute, ton équipe, je répète, elle est cohérente, elle est bien en place. Mais ça, c'est vieux comme le monde si tu n'as pas la fragilité. Ah oui, ça roule. Ils auraient pu même gagner 2-0. Et puis, il y a un grain de sable. Et je te dis que ce club, c'est le temple du soleil. Le grain de sable fait que tout bascule. J'ai bien compris. À un moment, mais j'ai bien compris. Il faut vivre avec. Et ça, pour le coup, c'est pas insoupçonnable. C'est-à-dire que le PSG, dès qu'il y a un grain de sable, ça part en big voilà. C'est quasiment le cas chaque année. Alors effectivement, tant que ça va bien, il n'y a pas de souci. C'est un rouleau. Ça peut être un rouleau compresseur. Mais le problème, c'est que dès que tu as un grain de sable, il n'y a plus rien. Les grandes équipes, les grands clubs, quand il y a un grain de sable, eh ben, je veux dire, c'est pas systématiquement, tu as des faveurs et avec des trucs invraisemblables qui existent. Regarde, Buffon, il arrive dans ce club, il est aspiré par le temple du soleil. Il te fait la cagade qu'il faut, le truc et tout. C'est quand même Buffon. Donnarumma, il arrive là, il y a un truc. La parole. Toi qui aimes l'Afrique, je veux dire, c'est... Hervé, la théorie du grain de sable qui envahit tout. Là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas avec notre président. Parce que vous êtes des gens... Attends, mais laisse parler deux secondes. Vous êtes des gens rationnels. Oui, vous êtes des gens rationnels. Tu aimes l'Afrique, mais tu as milieu de l'Afrique. Vous êtes des gens rationnels. Mais c'est pas une question de rationalité. Est-ce que ce Paris Saint-Germain n'a pas été en finale de Ligue des Champions? Dans un Final 8. Et en demi-finale l'année d'après. Mais ils peuvent le faire. Mais ils n'ont pas hésité parce qu'ils étaient battus par plus fort qu'eux. Non, mais il n'y avait pas. Il y a eu un grain de sable particulier contre Manchester City. Il n'y avait pas de grain de sable. Eh ben non, c'est donc tant qu'il n'y a pas de grain de sable, il n'y a pas de temple du soleil. Mais on est sur des sables mouvants. C'est pour ça que moi je pense que ce résultat-là, ça va peut-être vous choquer, mais c'est aussi grave, voire plus grave que la remontada. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, à l'époque, ça s'est joué sur 2 matchs. Ouais. Au match retour, on a senti que dans tout le match, il y avait Barcelone qui était dedans. D'entrée. Il y a eu un arbitrage qui n'était pas favorable du tout au match retour. Oui. Avec le VAR, peut-être que ça aurait modifié déjà le résultat. Okay. Deuxième chose, à l'époque, c'était avec Barcelone, avec Messi, Neymar qui étaient en feu. Neymar a fait un match
phénoménal, ce qui n'était pas du tout le cas du Real Madrid qu'on a vu en première mi-temps. À part Benzema, personne n'existait. Et donc, cette équipe qui menait sur 2 matchs, 1-0, 1-0 après 1 heure de jeu, explose totalement sur 20 minutes avec Messi, parce qu'on l'a acheté pour quelque chose quand même, Messi. Pas simplement pour dire, bon, on a des posters de Messi dans notre chambre. C'est pour aussi apporter quelque chose à l'équipe. Avec Neymar et avec Mbappé, qu'on considère jusqu'à il y a 1h30 comme le meilleur joueur du monde, et peut-être le deuxième maintenant. Bon, avec le combat Benzema. Donc ça veut dire que cette équipe-là a complètement explosé, et là c'est plus un grain de sable, parce que là c'est pas un grain de sable, c'est une explosion totale en vol d'une équipe. Alors, on nous disait que c'était Thiago Silva à l'époque, le problème. Qui a fait tout exploser. Non, mais c'est d'accord. C'est pas un grain de sable, c'est pas simplement un grain de sable. Ils n'ont pas pris 3 buts d'un coup, ils en ont pris un. Non, mais ils ont des erreurs aussi individuelles, majeures. Hervé, la théorie d'Hervé. Silence Didier. La théorie d'Hervé, c'est ce soir, ce qu'on a assisté. Et il a donné les trucs, c'était votre minute pour convaincre. C'est pire que. Mais c'est pire que la remontada. Qu'en pensez-vous, les copains? C'est dans la lignée. Jo, vous, pour vous, il n'y a rien au-dessus. Alors que le soir de la remontada, on a dit qu'il n'y avait jamais un truc qui était arrivé comme celui-là. C'était inédit statistiquement. Donc là, après, je peux entendre les arguments de Hervé, mais bon, je trouve que là, c'est plus impardonnable que la remontada, alors. Oui, voilà, c'est ça. Si on peut l'angle, je sais pas, moi je suis pas à savoir si c'est plus ou moins. Oui, c'est une expression. C'est ça qui est très intéressant. Ce qui est intéressant pour moi, là, c'est ce soir, en espace d'une demi-heure, ils ont flanché complètement, et même quand il y a le 3e but, il te reste, je sais plus, 20 minutes, un quart d'heure. Il n'y a rien qui se passe, quoi. Ouais, donc moi, après, quand on me parle de grands joueurs dans cette équipe, c'est là qu'on veut les voir, en fait, les grands joueurs. Parce que quand on me parle de grands joueurs, de meilleurs défenseurs, les meilleurs milieux de terrain, les meilleurs attaquants... Tu penses à qui? Mais c'est quand, à ce moment-là, quand il y a le feu dans ton équipe, c'est là que je veux les voir, en fait. Et là, je les vois jamais. Mais donc, en fait, c'est des très grands joueurs, c'est des très bons joueurs, mais c'est pas des joueurs d'en haut. Ouais, mais le problème des grands joueurs, c'est que c'est un ensemble. Et que si tout le monde est aspiré, si tu es aspiré, tout le monde est aspiré vers le bas. Non mais Benzema en première mi-temps ce soir au Real, dans une équipe aspirée vers le bas, explosée, lui c'est un grand joueur. Tu sens qu'il a quelque chose de plus que les autres. Par contre, c'est lui qui réveille, c'est lui à la sortie sur 2 matchs, c'est lui qui te qualifie l'équipe. Donc ça c'est réglé, quoi. Ouais, c'est ce que je te dis, c'est exactement ce que tu dis. Mais le truc qu'il y a, c'est que si ces joueurs-là, ils te disent que c'est le club, c'est aspiré, tu restes pas 10 ans dans ce club alors. Qu'est-ce que t'attends? Tu vas continuer. Parce qu'à un moment donné, quand ils tirent jamais. Non, on va les virer tous. Mais quand tu tires jamais les. C'est Olivier veut tous les virer. Non, peut-être Je pense qu'il est un petit peu. Excessif, on va dire un peu excessif. Mais bon. Peut-être. Non, mais je veux dire, il y a des joueurs pour moi. Marquinhos. Ce match qu'il fait ce soir. Parce qu'avant le premier but du Real, on a dit à la mi-temps. On a fait une petite alerte, Marquinhos. Mais Marquinhos, moi, sur ce match, c'est lui le patron d'équipe. Verratti, c'est pareil. Au milieu de terrain, quand tu prends un feu comme ça, c'est lui qui doit arriver et prendre les choses en main. Alors c'est quoi? Non, mais il n'y a personne en fait. Au milieu de terrain, il est seul. Alors quand il est bon, c'est lui. Quand l'équipe est bonne, c'est lui qui est au-dessus. Je peux comprendre. Et quand les mecs prennent un feu, ils sont jamais fautifs. Tu vas pas dire. Non, mais c'est dans l'état d'esprit, Didier. Il a raison. L'état d'esprit, ils sont jamais. Non, je parle pour la position de Marquinhos. Oui, mais si tu prends les vagues de tous les côtés, va me trouver un milieu de terrain. Alors vas-y, mais Didier, quand tu dis il y a le grain de sable, donc c'est qui doit réagir? Qui doit réagir dans cette équipe? Personne alors. Et il continue, on laisse faire. Mais c'est pas les 3 de devant qui vont réagir, c'est pas leur rôle. Mais par contre, les mecs qui sont là au milieu, les défenseurs, à un moment donné, tu dois. Même Kipembe, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils attendent, les mecs? Je me souviens d'une parole il y a quelques saisons de Pep Guardiola pour remporter une Ligue des Champions. L'important, c'est pas de réussir ces temps forts, il y en aura, mais surtout, c'est de ne pas couler pendant ces temps faibles. Et je reviens de manière un peu détournée à ce que nous disait Johan. Vous, les joueurs, là, quand il y a des parties qui tournent mal, c'est quoi les process? C'est quoi les process pour se remettre un peu en action? On se dit quoi? On se parle, on dit toi tu reviens, toi machin, on est là. Est-ce que tout d'un coup, on revient à quelque chose qu'on connaît? Et tout d'un coup, il y a un personnage important qui est en l'occurrence le capitaine, à mon époque en tout cas, qui avait le mot, peut-être pas le mot juste, mais qui avait le cri juste, qui faisait tout d'un coup un petit déclic, qui faisait que ce que tu ne l'avais pas mis en place, tu le faisais Olivier, tranquillement. Je dis pas que c'était... Non mais Olivier, le comportement de l'équipe dans ces moments-là, est-ce qu'elle revenait, on va dire, à des basiques, à quelque chose, à un mode opératoire basique? C'est pas ce qu'on a vu ce soir. Hein. C'est ça. Et ça fait longtemps qu'on ne le voit pas d'ailleurs. Oui, non, on revenait on se repositionnait.
On essayait de faire un bloc un petit peu plus sérieux parce qu'on avait oublié certaines bases. Mais souvent, ça partait du capitaine qui était, à mon époque en tout cas, l'homme fort, la personne sur qui nous, les autres, on écoutait assez rapidement et on se replaçait. Oui, long face. Je ne dis pas que ça se transformait en équipe. Non, mais simplement, on se replaçait. Même quand Donnarumma fait la boulette où il y a faute, pas faute, on ne sait rien. Le but, c'est 61. T'as vu un mec aller voir Donnarumma ou pas? Moi, je n'en ai pas vu. Non. Aller voir le mec, allez, c'est pas grave. Pardon, mais je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire, Jo, mais je peux pas vous dire. En fait, sur les plans qu'on a vus, alors peut-être que. Je sais pas. Karine était au stade, peut-être à nous dire. Mais moi, j'ai pas vu un plan où on voyait les mecs dire c'est pas grave, allez, on part de l'avant. Et puis cet état d'esprit, moi je suis d'accord. Après, tu mets un tampon, tu réveilles un peu tout le monde. Mais tu rappelles les attaquants, tu leur dis on travaille tous ensemble, etc. J'en reviens parce que là, on est en train de dire que le match a basculé. Donc, c'est vrai qu'il a basculé factuellement à la 61e minute. Mais quelques minutes auparavant, on se dit merde, on commence à réfléchir à ce qu'on s'est dit à la mi-temps. On se dit merde, mais ils sont en train de tourner, ils sont en train de leur donner des billes, ils sont en train de leur donner des trucs, non? Pas bon, non, mais il y avait un faux rythme. Après, il y avait un faux rythme. Il se passait plus grand chose et c'est vrai que ça pouvait éventuellement. Il suffit que tu t'en prennes. Moi j'ai eu l'impression. On revient à la théorie du grain de sable, mais sur ce que vous disiez sur le. Enfin, les cadres, les leaders au sein d'une équipe quand ça tangue. Et une sorte d'organisation, enfin un réflexe commun, se dire, les mecs ça va pas, paf, voilà. Là on a pas vu ça. Et pour le coup, moi je me souviens de l'avoir vu au Real un soir où ça allait pas quand on était à Bilbao pour le match de Bilbao-Madrid. Ouais. Je vous avais dit, enfin je l'ai déjà dit, ça m'avait frappé alors qu'ils étaient vraiment nuls. Enfin, tout le match ils ont pris le bouillon. Le Real. Ouais. Oui. Et ils perdent logiquement à la 88e. Mais moi ce qui m'avait frappé à ce moment-là, c'est le calme qui se dégageait de cette équipe-là. Il y avait notamment Casemiro. Il y avait Casemiro qui était pas là ce soir, mais toujours le sourire. Casemiro, Kroos, Alaba également était là. Il jouait pas, il jouait à gauche, mais sur toutes les phases arrêtées. Enfin, Alaba, c'est un mec qui a gagné la Ligue des Champions, etc. Je trouvais que se dégageait une sérénité qui était en décalage avec ce qu'il faisait sur le terrain, c'est-à-dire qu'il prenait des vagues et ça n'allait jamais. Et cette équipe du Paris Saint-Germain, dans la tempête, elle a toujours des difficultés parce que soit ils prennent des rouges, soit ils s'embrouillent entre eux. Donc là, j'étais pas au stade, ce serait intéressant d'avoir l'avis des gens qui sont au stade, mais c'est vrai que c'est une équipe qui sait pas gérer ses temps faibles, mais elle n'y est jamais confrontée en Ligue 1. Quasiment. Et c'était une réflexion qu'on avait. C'était une réflexion qu'on avait il y a quelques moments, au moment où le Qatar avait racheté le Paris Saint-Germain. Et on se disait, souvent il y avait des chroniqueurs qui me disaient ça. Je me souviens de Bernard en disant, mais qui dans cette équipe a gagné la Ligue des Champions? Ça s'achète pas l'expérience, ça se vit et tout ça. Aujourd'hui, là, dans ce que compose le Paris Saint-Germain, oui, il y a des gens, il y a des gens qui ont gagné. Ça veut dire que Viginaldoum également. Enfin, il est sur le banc. Verratti a gagné l'Euro. Non, mais c'est pas une Ligue des Champions. Enfin, Verratti a gagné l'Europe. Mais ça veut dire que le problème il est ailleurs. Le problème, il est dans le poids du club. Et dès que tu arrives dans ce club... Et tu ne crois pas que ce soit le choix des hommes aussi? C'est le poids du club. Il y a le choix des hommes aussi. Écoute les hommes. Mais pourquoi le poids du club? Didier, je veux dire, comment à quel âge tu l'as pris? Attendez, Didier, vous allez l'interrompre. Non mais Didier, tu dis le poids du club, mais le poids du club, tu le retrouves à Liverpool, à City, à United. C'est pas le même poids pour les joueurs. Merde alors, il est encore plus important chez les autres. Oui, mais tu comprends pas ce que je veux dire. Non, je comprends pas. Ce que je veux dire, le poids du club te donne une confiance, une force, comme expliquait Bertrand, qui fait que même si tu prends des vagues, même si le Bilbao tu es mené et tout, tu as encore une force, si tu veux. Il peut rien t'arriver. Tu es le Real Madrid, tu es Liverpool, tu es la Juventus de Turin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et le poids du club du PSG, quoi qu'on en dise, avec les quelques claques en plus qui n'arrangent rien, etc., font que tu as une forme de fragilité qui fait que si tout roule, alors hop, démarre, machin et truc, mais un grain de sable, qui ne devrait pas te faire complètement disjoncter, fait que dans le dernier quart d'heure, tu es Clermont-Ferrand. Est-ce que tu crois que c'est le poids du club ou c'est le poids des joueurs? Parce que rappelle-toi le Real Madrid, parce qu'on te parle du Real d'aujourd'hui, bien sûr, parce qu'il a gagné toutes ses Ligues des Champions. Moi, je me souviens bien à l'époque, même quand il rencontrait Lyon, il battait jamais Lyon, au début des années 2000. C'est-à-dire que le club, c'est pas une structure qui passe tous les siècles comme ça, de manière pérenne. Il passait jamais quoi? Lyon. Et Lyon, souvent, éliminait le Real Madrid. Il éliminait quoi? C'était en poule qui battait le Real Madrid. Ils les avaient éliminés une fois. Mais non, mais je veux dire, le Real, c'est pas le même Real. Mais c'est ce que je te
comme Lyon peut battre. Non, mais c'est sur un match, c'est sur un truc. Mais c'était pas très souvent. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas spécialement lié toujours au club lui-même, c'est aux joueurs qui le composent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Real Madrid, tu as des tels joueurs. Là, tu parles de ça, par exemple, à Modric. Lui, il n'a pas peur dans les moments de tempête. Ce qui est plus ennuyeux, je trouve, quand tu es dans ce Paris Saint-Germain-là. C'est pour ça que moi, je te parle. Mais je pense que si Modric va au PSG, le choix des hommes. Le choix des hommes, c'est des joueurs, de l'entraîneur. Ah bah entraîneur, évidemment, parce que là, il a quand même un poids énorme, Pochettino, sur tout ce qui se passe en ce moment au Paris Saint-Germain, et le choix des hommes. Alors vas-y. Parce que quand tu décides... Pochettino, vas-y pour la responsabilité de Pochettino. Ah bon, on en parlera peut-être après, donc on va pas s'attarder tout de suite. Là, tu prends Messi, tu décides de prendre Messi, t'as Neymar, t'as Mbappé, tu sais que ça va être compliqué de jouer comme ça avec eux. Tu le sais, depuis le début, tout le monde le sait. Donc tu fais quoi? Donc tu prends pas Messi. Par exemple. C'est bien le choix des hommes. Tu crois que c'est Pochettino qui prend Messi? Mais là, je te parle pas de Pochettino, je te parle du club. Là, je te dis le choix des hommes, c'est pas Pochettino qui décide des joueurs qui viennent. Mais quand il les a, tu vois ce que je veux dire? Ah bah une fois, c'est bien ça le problème, c'est peut-être que les effectifs sont construits sans que l'entraîneur donne son aval. Donc après, tu te retrouves avec Tourelle qui passe pour un aigri en disant c'est plus facile à Chelsea qu'à Paris. Exactement. Soit les entraîneurs qui sont au Paris Saint-Germain sont tous incompétents ou se peignent à tort, soit c'est ce club-là qui met les entraîneurs dans des postures difficiles qui font qu'ils se retrouvent à chaque fois à faire des trucs à des Donc le problème du PSG, c'est le Qatar. C'est à la fois c'est sa force et sa faiblesse. C'est la gestion depuis à la fois la manne. Ça en fait partie, si tu veux, puisque eux, ils ont une autre forme de logique. Eux, ils préfèrent avoir un joueur qui sportivement, est-ce qu'il amènera quelque chose de machin, mais s'il a 200 millions de followers, 800 millions de trucs, ils sont capables demain de t'acheter Ronaldo et de te dire ils peuvent prendre Lewandowski cet été pour tout régler. Et ils poseront pas la question à l'entraîneur. Franchement, quand je vois la deuxième mi-temps de Messi, à un moment, je me suis dit, il joue plus. Messi, je sors Messi. Mais tu es dans un club. C'est là Pochettino. Là, c'est Pochettino. Mais c'est toi-même qui le dis. Neymar, il n'avance pas, il est incapable de dribbler un joueur. Mais tu as le droit de le sortir quand même. Mais quand tu le fais. Je veux dire, ça te retombe sur la gueule et quelque part, de toute façon, ça lui est retombé dessus parce que tu peux dire bye-bye Pochettino. Oui, je ne sais pas si ça aurait fait la différence en mettant un autre joueur à la place de Messi. Mais au moins, tu fais l'effort. Mais c'est très complexe. Mais au-delà de ça, je te dis qu'il y a un côté... Le poids du club qui n'existe pas trop encore et qui est un club qui est très particulier. Didier, on va revenir sur ce poids du club, ce club donc qui tu mets est ça, plus ça. On va revenir tranquillement sur le match avec une déclaration de Mauricio Pochettino sur le moment, on va dire, clé de la rencontre, 61e minute, avec Benzema, donc qui profite d'une erreur de Donnarumma. La réaction de Mauricio Pochettino par France. Il s'en prend à l'arbitrage, Mauricio. Pendant 60 minutes, on a dominé le Real. C'est impossible de ne pas parler de cette erreur des arbitres sur Donnarumma. C'est difficile à accepter. Je ne pardonnerai pas. Je n'arrive pas à y croire. Je me demande ce que fait la VAR. C'est une honte. Ok. Benzema fait-il faute sur Gianluigi Donnarumma? Benzema fait-il faute sur Gianluigi Donnarumma? La VAR aurait-il dû siffler coup franc en faveur du Paris Saint-Germain et donc annuler le but de Karim Benzema. Habillage à la parisienne, s'il vous plaît. Et on y va. Jo? Je pense qu'il y a faute. Faute? Oui. Hervé? Moi, je pense qu'il y a faute, mais je l'aurais pas annulé par le VAR. Parce que je ne pense pas que ce soit une erreur manifeste. Alors, oui, non. Donc, fait-il faute? Oui, fait-il faute? Ouais, mais finalement, non. Enfin, finalement, c'est bien arbitré. Parce que pour moi, Paqueta faisait faute aussi sur gardien. Vous voyez, pour moi, c'est le même principe. Olivier? Non, moi, je siffle pas. Non, il ne siffle pas. Bertrand? Comme Olivier. Non, vous ne sifflez pas. On a un super duel, mes petits. On a oui et on a non. Mais moi, je suis... Non, il est d'accord avec tout, Hervé. Hervé est plutôt d'accord avec... Mais oui, Hervé, il est d'accord avec tout. Il fait juste un duel. Un duel, c'est intéressant. Jo face à Bertrand. Jo face à Bertrand. Allez, bon, Jo. Vas-y. Allez, les gars, jingle, s'il vous plaît. Vous l'avez envoyé, Jacouille? L'équipe. Jo Mikou face à Bertrand Latour. Qui va commencer? Slam à la nouvelle mèche qui est magnifiquement réglée, c'est Bertrand Latour. La belle raie, on l'appelle. Oui, la belle raie. Où est-ce l'élégant? Jacouille, vous êtes pas ou pas? La belle raie dans l'autobus. Bertrand, partisan du non à cette question. On y va. Personnel merci pour Johan Mikou qui a terminé son exposé. Pour vous, le Benzema, ce qui fait faute sur Navas, c'est finalement le but du Real aurait-il dû être... Oui, Donnarumma, pardonnez-moi. Aurait-il dû être annulé? Compte Twitter de l'équipe du soir, c'est non pour Bertrand, c'est oui pour Jo et pour le président. Moi, je trouve qu'il y a faute, oui. Il y a faute.
Mais ce genre de faute, cependant, j'ai aucune garantie avec les gens de la VAR, où des fois je vois des fautes, tu vois, un penalty évident ou un truc, et c'est pas sifflé ou truc. Donc ça te pend au nez. Et il faut pas se mettre dans ces situations-là. Mais si tu me dis qu'il y a faute, je dis qu'il y a faute. De même que tu disais, tu voyais une faute de Paqueta. Et pour moi, il n'y a pas faute de Paqueta. C'est à peu près le même champ d'action pour moi. Ah non. Ben non, pour moi, c'est pas... Mais bon, après, chacun... Mais tu vois, si déjà, il y en a qui pensent ça, qui pensent ça, machin, c'est que tu te mets dans la merde, quoi. Je veux dire, tu ne te mets pas dans la merde, ça réglera le problème. Mais je pense qu'il y a faute. Donc, point pour Johan. Vous avez dit, ouais, il y a faute. Oui, parce que moi, mais en fait, c'est pas une erreur manifeste. Voilà, c'est exactement ça. Mais alors, attendez, justifiez votre nuance, s'il vous plaît. Elle est très simple. Et puis, elle se justifie sur le plateau, d'une certaine manière. C'est qu'erreur manifeste, on aurait été tous du même avis. On aurait tous dit, ah non, là, il y a quand même faute, il y a un contact. Là, on est deux. Il y en a deux. Non, t'es pas d'accord là. Sur le fait de l'erreur manifeste, le fait qu'il soit percuté, ça lui empêche de dégager correctement. Oui, mais moi, je pense qu'à un moment, le football, c'est un sport de contact. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des contacts. Mais si tu fais comme Carvajal, il fait des contacts. Et vous ne trouvez pas qu'il se bloque un peu Donnarumma et j'ai trouvé son argument auquel j'avais pas pensé. Qui joue assez intéressant, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il joue dans sa protection de corps, une manière de faute aussi de l'adversaire. Il va jouer un peu là-dessus. C'est au moment où il fait la passe, qu'il fait le geste, qu'il le percute et qu'il le déjaxe. Mais j'ai pas l'impression qu'il le percute complètement avant la frappe. C'est très compliqué. Il ne fait pas passer comme Carvajal sur Mbappé la deuxième fois. Il l'aurait sifflé, par exemple. Je crois sincèrement que moi, ce qui perturbe peut-être le jugement de l'arbitre, c'est le temps. C'est les 5 secondes. Le temps qu'a mis Donnarumma à jouer. Que je vous le répète tout à l'heure, pour moi, il fait un mauvais contrôle dès le départ. Ensuite, il prend un certain temps. Je pense qu'il le percute, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai le sentiment que c'est épaule contre épaule. Il y va un peu comme ça. L'autre, il y va. Et je crois que l'arbitre, il se fait endormir parce que Donnarumma, il tarde. Par l'intégralité de la séquence. L'intégralité de la séquence. Maintenant qu'il y a la VAR, la VAR, elle ne doit pas s'endormir. Oui, mais la VAR, après, comme le dit Bertrand, moi, je le rejoins sur le ralenti. Tu sais comment ça fait le ralenti, c'est pas vrai. Mais en prenant du temps... Il veut protéger son ballon, il donne l'impression de rater son truc, et je pense que c'est ce qui perturbe la vie. Et c'est que moi, j'avoue franchement que moi, je n'aurais pas sifflé faute non plus, parce que je ne vois pas une faute, vraiment une faute manifeste. Il y avait un point qu'a observé Bertrand sur... On a l'impression que, on n'a pas l'impression, on a vraiment le sentiment que Donnarumma veut contrôler sa tarde, il se met un peu dans la mouise tout seul. Exact. Et puis après il joue un peu à l'intox et il va jouer la faute. Moi je trouve que la faute, là, avec le ralenti, moi j'aurais pu l'annuler. Elle est évidente, non? Je veux dire, il arrive avec sa jambe et il percute. Ceci étant, il tape dans le alors je suis d'accord. Regardez quand même l'attitude de Donnarumma. Il se relève de suite. Il se relève dessus. À aucun moment, à aucun moment, il ne manifeste en levant les bras. Après, il prend un jaune quand même après le but. Donc il va voir l'arbitre. Dans l'instant T, il se relève, il y va tout de suite, etc. On n'a pas l'attitude. Il va pour sauver le mais Didier, on n'a pas l'attitude du joueur habituellement, d'un défenseur ou quoi que ce soit, qui tout de suite lève les bras, qui tout de suite, j'ai rien fait, machin. Tout de suite, il y va. Lui, il faut qu'il continue. Parce qu'il pense qu'il a fait une connerie. La connerie, il l'a faite de fait, mais... Tu vois, c'est pour ça. Mais je pense qu'après... c'est pour ça que l'arbitre, il est un petit peu... Oui, ça influence. Un peu le brouillard. J'ai une réflexion qui me vient, et une réflexion, des échanges que j'ai eu avec vous, parfois, Joël Micou, sur parfois, l'arbitre protège trop les gardiens. Aussi. On a eu ce truc-là. Non, parfois, franchement, mais... Même pas sur ce genre d'action. Non, sur les sorties aériennes. Plus sur les sorties aériennes, plus sur des contacts où ils vont très fort. Les genoux en avant, là. Mais... Et je trouve que c'est... Voilà, dès qu'ils sont percutés, alors qu'ils ont les mains, et ils sautent comme nous. Parce que des fois, on me dit, oui, mais ils sautent, ils ne sont pas protégés, ils peuvent retomber mal. Que je vois pareil, quoi. Mais sur ce genre d'action au pied, un peu moins, je trouve. Donc c'était quoi la question? Non, c'était pas. Il n'y avait pas fondamentalement de question. C'était le rappel. Est-ce qu'on est dans ce truc-là? En général, on protège trop les gardiens. Là, le gardien n'a pas été protégé. En tout cas, c'est le sentiment de. Non, mais là, c'était comme si c'était 2 joueurs de champ, quoi. Mais c'est exactement ça, Didier. Tu as bien raison. C'est exactement ça. Joueurs de champ. Et j'étais en train de penser la réflexion de l'arbitre. Et là, t'as voulu. Je vous dis. Tu as fait un peu machin. T'as voulu jouer au con, ou t'as voulu jouer le ballon. Tiens. T'en es pas capable. Justement, il y avait Donnarumma, l'un des acteurs, et puis il y a l'auteur du but et l'auteur du triplé. Karim Benzema a réagi par rapport à ça. Je ne fais faute à aucun moment sur Donnarumma, nous dit Karim Benzema. Je le presse et il perd le ballon. Il aurait dû dégager tout simplement. Et puis il poursuit. Quand on met de la pression sur les Parisiens, ils paniquent, ils perdent des ballons, ils n'arrivent plus à connecter avec leurs avants.
C'est ce que exactement. Voilà, c'est tout. Il a tout dit. Et je trouve que après, lui, dans l'action, je pense qu'il s'engage pas pour aller faire faute. Il s'engage pour aller chercher le ballon. Déjà, il fait une belle course avant de pressing. C'est pas le style du mec. Oui. Après, il y a faute, il n'y a pas faute, ça peut se. Tout ça aussi peut influencer l'arbitre. Enfin, le problème, c'est dans le stade, il y a l'ambiance, tu reviens un partout. Non, mais t'as compris que Pochettino, il va jouer là-dessus maintenant. Il n'y a plus que ça. C'est évident. Pour le sauver, il n'y a plus que ça. Mais je trouve que ça illustre quand même bien ce club. C'est-à-dire qu'il y a tout pour réussir. Il y a 2 gardiens de classe mondiale et Donnarumma était souvent un des meilleurs parisiens. Et au final, c'est quand même assez paradoxal que le PSG ce soir soit plombé par son gardien, alors que tu as peut-être 2 des 5 meilleurs au monde. Quoi. Enfin, pour Bertrand, je trouve que ça illustre ce qu'est ce club, c'est-à-dire tout doit bien se passer. Au final, qui te farcit, c'est encore ton gardien qui est peut-être ton meilleur joueur. Pour Bertrand, en tout cas, et on va enchaîner dans la continuité de cette soirée, de cette dynamique, de cette dramatique, est-ce que c'est le premier responsable? Est-ce que c'est le moment là, paf, où ça bascule? Est-ce que c'est Donnarumma qui fait basculer cette rencontre? Ah bah oui, absolument. Ça, on peut pas lui enlever. Là, ça redonne l'espoir quand même. Parce que dans ce club où tout s'écroule, à la cervelle, et ça redonne l'espoir. Dans 20 minutes entre le premier et le deuxième but quand même. Oui, mais on sent que tout. Non, mais tout part. Ça n'arrive pas de suite, quoi. Oui, mais à ce moment-là, tu as l'impression que ça y est, ça switch complètement et on retrouve le PSG fébrile, ayant peur. Et d'un seul coup, on sent que le Real Madrid, on disait que physiquement, ils n'étaient pas au top, mais alors ils ont marché dessus. Le PSG, c'est d'autant plus accentué que les gars ont toujours dans la tête comment, mais si on perd là, c'est une catastrophe. Tu comprends, je veux dire, au-delà de la peur, tu te dis, mais on se met dans une situation là alors que tout roule, parce que chaque fois qu'arrive la catastrophe, ils sont dans une situation hyper favorable. Le 4-0, Cavani qui marque, tu as 3-1 au Nou Camp, le Manchester United, tu as gagné avec 2 buts d'écart là-bas, et tu t'es baladé. Que des choses comme ça. De toute manière, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que quand je dis à Olivier, à un moment, il fallait peut-être trancher, si tu veux, et enlever 1 ou 2 qui l'ont vécu, je ne sais pas. Oui. Le match contre le Real Madrid avec Emery, où ok, là l'arbitre, pour le coup, on est en 2018. Ok, cross hors jeu, oui, mais c'est ce même PSG, il y a ces joueurs-là, la main de ceci, la main de cela, etc. Mais tu as un partout, tout va bien. Il panique les 10 dernières minutes et tout, Kimpembe qui fait une faute. Tu te prends des buts que des joueurs de ce niveau-là ne se prennent pas. C'est pas sur la qualité des autres. Tu leur donnes, tu les ressuscites en quelque sorte. Et alors, je veux dire, c'est coutumier du PSG. Et je trouve que c'est trop récurrent pour que tu dises... Depuis 2 ans, on a quand même que c'est un accident. Oui, mais depuis 2 ans... Oui, mais si c'était revenu ces dernières années, enfin l'année dernière... Ah oui, mais c'est pas obligé de revenir chaque année quand même. L'année d'avant, oui, mais enfin, tu restes quand même sur une dynamique. J'ai cité 3-4 exemples sur 6-7 ans. L'an dernier. Ils ont pas dit les matchs gagner l'aller, perdu au retour. Chaque fois, ça revient. Non, mais l'an dernier, alors que tu écrases le Barça, au retour, et le pénalty est marqué juste avant la mi-temps, tu repars dans la même histoire. Peut-être, c'est possible. Ça veut dire, non, mais ça veut dire que les joueurs, et là je rejoins quand même. Même contre le Bayern. Ouais, on peut pas, non, même contre le Bayern, au retour, tu dois marquer en première mi-temps, tu ne marques pas. Le Bayern marque 1-0. Oui, tu et pendant 10 minutes, un quart d'heure, s'ils mettent le deuxième, t'es fini. Donc tu sentais que. Mais ce que tu dis sur l'histoire des joueurs, c'est vrai qu'à un moment, c'était l'histoire Thiago Silva. Tout le monde disait Thiago Silva, à un moment, il faut le sortir parce que lui, il fait partie de tous ces échecs du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas? Parce que parfois, il faut changer un joueur. C'est pas pour ça que lui, il arrive à Chelsea, il est énorme. C'est 2 choses différentes. Et aujourd'hui, il y a peut-être des joueurs, effectivement. Non, mais aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu ça. Non, mais enfin, les boss, c'était qui? On parlait de Marquinhos, Verratti. Mbappé, il en a vécu quand même quelques-uns. Mbappé, il a vécu Manchester United, tu vois. Et puis tout ça, c'est dans le truc. C'est pour ça que c'est tellement. Et en plus, le football est irrationnel. Mais eux, ils arrivent à le rendre rationnel. Dans le mauvais sens. Voilà, dans le mauvais sens. Et c'est pour ça que le Real, dans les 5 premières minutes, pousse. C'est normal, tu ne dois pas t'affoler. Eh bien, ces 5 minutes-là, tu n'es pas à l'aise. Tu te dis, pour ressortir les ballons, ils te jouent que tu vois, tic, tac, touc, mais tu sens que c'est toujours un peu. Tu vois, et le Real ne réalisait pas des belles choses, il ne faisait que pousser. Mais tu as l'impression en plus que c'est 2 mi-temps identiques, parce qu'il domine 7-8 minutes ou 10 minutes, il y a la frappe d'Mbappé. Et ça arrête tout, et Paris Saint-Germain domine. Et là, à la 53, 54e minute, il y a le but refusé d'Mbappé, et on se dit, ça va être la même dynamique en fait. C'est pour ça que je te dis que cette équipe-là, quand elle a l'occasion, tu vois, tu le regrettes après. Tu machins. Je reviens. Il faut mettre parce qu'après. Je reviens sur quelque chose dont tu as un peu parlé, Bertrand, sur la gestion des gardiens. Alors, ça nous a fait tout le début de saison. Ça s'était un petit peu calmé. Le fait que Pochettino ne donne pas finalement
place de numéro 1, soit à Navas, soit à Donnarumma. Mais là, il avait faire une hiérarchie. Il a fait la hiérarchie ce soir. Là, elle était faite, là. Elle était faite, la hiérarchie? Ah bah oui, partir aller-retour, là. Ah bah oui. Surtout la première fois. En plus, c'était la première fois. revenant, Madrid. C'est le moment où il y a la hiérarchie. Est-ce que c'est le moment où il y a une hiérarchie? Moi, je ne crois pas. Honnêtement, non, mais ça n'a rien à voir. C'est une erreur. Je sais qu'il faut. C'est tentant de vouloir tout expliquer. Oui, c'est ça. Là, honnêtement, dire que potentiellement, il n'y aurait pas eu cette cagade-là s'il avait été mis dans une condition ou si depuis le 8 août, on savait que c'était le gardien numéro 1, moi, j'irais pas. Est-ce qu'ils récoltent ce qu'ils n'ont pas semé? Moi, je trouve que ça aide pas. Non, ce qu'ils récoltent ce qu'ils n'ont pas semé. On parle de trucs qui rassurent. C'est le meilleur quasiment à chaque fois avec Mbappé sur tous les matchs de Donnarumma. Il fait une parade que je jugeais exceptionnelle en première période. Tu disais, par exemple, je ne sais pas si c'est toi, mais Navas était un peu fébrile sur certains matchs. Donc ça a mené une fébrilité sur un des deux. Je suis d'accord, mais pas sur Donnarumma qui paraissait gaillard. Apparemment. Donnarumma, maintenant, c'est un vrai joueur du PSG, quoi. Voilà. Il est rentré dans le stade. Non, mais il a le droit de faire une erreur. Ah oui. Qui gagne? Est-ce que c'est Bertrand ou est-ce que c'est Jo pour vous? Vous allez perdre, je sais pas. Non, regardez, vous allez perdre. Non, le but, transformé par Benzema, a été accordé par M. Makélé, corrigé par le VAR et pas corrigé, donc validé par la VAR. On pourra peut-être noter Donnarumma un petit peu plus tard. Voilà, les raquettes. Si vous êtes agacé, si vous avez des joueurs qui vous ont particulièrement déçu ou particulièrement plu, et on va passer tout de suite, c'est Benzema triplé. Ce soir, est-ce qu'il mérite une note exceptionnelle? Ah bah oui. La note de 10. Oui. Habillage à l'américaine ou habillage à l'espagnol. Allez, voilà, je ne connais pas la musique. Ah, Viva Espagnol, par exemple. 10. Je serais plus à 9,5. Non, il n'y a pas de point. Vous n'êtes pas le président. Bon, 9, 10. Oui. 10. Parce que ce qu'il fait, c'est tellement exceptionnel. C'est lui qui. En fait, s'il n'y a pas Benzema, il n'y a pas de. Il n'y a pas de qualité. Il n'y a pas de match. Il n'y a même pas de match. No Benzema, no parti. C'est ce qu'on disait à l'aller. Il n'y a pas de match. Affaibli, le Real c'est ça. n'est pas là, quoi. C'était plus la même équipe. Dès qu'il se réveille, c'est réglé. Quand tu penses que il a pris systématiquement le dessus sur Marquinhos au jeu de tête. Je pense qu'à la 57e minute, il y a un centre de la droite, il monte au-dessus, il met le ballon juste au-dessus du but. Et c'est là, peut-être que c'est là où ça a commencé les ennuis du PSG. Et après, il est phénoménal, quoi, parce que c'est lui. Et quand tu parlais de tout à l'heure de... Il était déjà là en première mi-temps, hein. Oui, non, mais quand tu parles de détonateur, c'est quand même lui qui va pousser Donnarumma à commettre la faute. Et à chaque fois, il revient dans le jeu. Je me rappelle d'un débat qu'on avait eu ici, que le mec qui sent le jeu et qui revient se replacer. Mais excusez-moi, les gars, mais à chaque fois... sur le premier, il fait ça. Exactement. Mais à chaque fois, il revient se remettre au même endroit. Sur le deuxième, sur la passe de Modric, il revient se mettre au même endroit. Et sur la passe de Marquinhos, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Jo, on s'est engueulé d'ailleurs avec Olivier, vous l'avez rappelé. Mais j'ai pensé à vous également, Jo. Lorsque Benzema égalise, à la fois, tout d'un coup, il fait le pressing sur Donnarumma, faut en parler, d'accord. Vinicius récupère le ballon. Et hop, il est là. Et le Benzema, là, il est pas là-bas. C'est le gars fantôme. Il est revenu, c'est passé. Il a déjà fait ça. Mais bien sûr. Le gars reste toujours dans le jeu, dans la situation. Il a une concentration exceptionnelle. Parce qu'en fait, il se replace derrière pour recevoir le ballon, quoi. Parce que ce qui est incroyable en plus, en dehors de ses buts, c'est ce qu'il a fait avec la balle. Parce qu'on l'a vu, il était meneur devant par moment. Ouais. Quand il fait sa passe extérieure à Vinicius, il sent le jeu avant les autres. Il était capable d'être entouré de 3 joueurs. Il la perdait jamais. Il la donne. Il est phénoménal. T'as l'impression qu'il rayonne. Où tout le monde est là un peu, à l'arrache, en train de dans le combat, dans le duel. T'as l'impression que lui, le temps s'arrête. Il est au milieu de tout le monde. C'est comme si tu mets un genre de pause autour de lui. Oui, c'est exactement ça. Il fonctionne. Et il donne les balles. T'es capable de faire des belles images finalement. Non, mais alors qu'il est encerclé de Parisiens. T'as progressé au bout des journalistes. Ces années, on t'a façonné. Contrairement au PSG, t'as progressé. Toi, tu fais des erreurs. On va aller voir France Piron. France, quelques déclarations, notamment de l'intéressé Karim Benzema, qui a pris la note de 10 dans l'équipe. C'était Benzema? Vous voulez nous parler de Benzema? Tout le monde parle de Benzema. Son coach, Carlo Ancelotti, déjà. Karim est un fantastique leader, un fantastique avançant. Je suis très heureux pour lui, très content de son attitude. Et puis, on a Thibaut Courtois aussi, son gardien, qui nous dit Karim est le meilleur numéro 9 du monde. Lewandowski aussi a marqué 3 buts hier, mais il y avait 2 pénaltys. Aujourd'hui, Benzema a montré pourquoi il devrait postuler au titre de Ballon d'Or cette année. Justement, il y a quelque chose d'Ancelotti, moi, que je retiens. Est-ce que c'est sur le jeu, les coups qu'il fait, ou c'est son attitude? C'est tout. Moi, je trouve que l'attitude, il a quelque chose... Quand vous reprochez, il y a quelques minutes sur ce plateau, à des joueurs de Paris Saint-Germain de ne pas peut-être assumer leur leadership... Lui, là, mais de manière très simple, en donnant des messages, en répondant toujours par le jeu. Chez lui, elle est naturelle.
Parce que les naturels, c'était pas le cas au début de sa carrière. Mais ça fait rien, c'est venu naturellement. Non, mais attends, ce qu'il a fait pour Ronaldo. Tu te rappelles pas tout ce qu'il a fait pour Ronaldo quand il était à Madrid, quand même? La façon dont il se déplaçait, la façon dont il libérait les espaces. Oui, mais c'était un magnifique second rôle. Mais là, non, mais c'était un magnifique. Mais là, aujourd'hui, c'est pas pour ça que tu lui viens un premier rôle. Mais l'attitude était la même. Mais l'attitude était la même, Mémé. Non, dans le jeu. Sans doute, mais là, effectivement, il a le premier rôle, il a tout le poids sur les épaules, parce qu'en plus, parce que c'est naturel. Il n'a pas un grand Real Madrid, mais ce qu'il a fait ce soir, on a toujours dit que là où c'est bluffant, dans la surface de réparation, faut toujours aller vite, faut toujours machin, parce qu'il y a toujours quelqu'un et truc. Et lui, on a toujours dit, il maîtrise l'espace et le temps, il est toujours relâché, si tu veux. Et c'est vrai. Alors que normalement, ça arrive de tous les côtés. Tu vois les mecs qui sont comme ça, il faut les duels, il faut ceci, il faut cela. Donc pour le football, et que le football aujourd'hui, qui est quand même de plus en plus physique, si tu veux, où on te dit il faut gagner les duels, il faut ceci, il faut cela et tout. Tu n'es pas d'accord avec ça? Je suis pas d'accord avec toi. Non. Regardez comme il a lâché Charles Gérard. Je suis pas d'accord avec toi sur les grands joueurs. Ils sont tous relâchés. Ils sont tous au-dessus des autres. Ils ont tous pas ce souci-là. Ils sont pas dans justement dire cette connerie monumentale que je ne supporte plus. Il faut gagner les duels. C'est de la connerie. Ah mais moi, pas... tu prêches à convaincu, mon ami. Football, je te dis pas que c'est bien. Je te dis que pour les gens, laisse-moi terminer, ça me fait plaisir. Le football, justement, la malice, et c'est là où tu es le plus fort au monde, c'est d'éviter les duels. Mais faut être. Et dans ton déplacement et tout. Mais faut en être capable. Ces gens-là, c'est les grands joueurs, évidemment. Ces gens-là, ils l'évitent et ils sont au-dessus. Les grands, ils sont tous décontractés. Interruption de séance avec ce bel échange entre Didier Roustan et Olivier Rouillet. Dans quelques minutes, propos du coach du Paris Saint-Germain. Donc son équipe est éliminée. Regardez et écoutez sa réaction. La sensation, c'est qu'il y a eu une grande injustice. Je veux parler de la faute claire de Benzema sur Donnarumma. À partir de là, l'état émotionnel du match a changé. On n'a pas su bien gérer la situation. Comme vous l'avez dit, on a dominé 3 mi-temps sur cette double confrontation. Je pense qu'on a été une meilleure équipe, mais on s'en va avec la sensation d'avoir pris un très gros coup et beaucoup de déception de ne pas nous être qualifiés. La réaction de Pochettino, ça vous rappelle d'anciens coachs du Paris Saint-Germain, des Thuram, des Emery, des gens qui sont désemparés, qui découvrent la réalité de ce club et la dureté là. Ça rappelle surtout beaucoup de coachs quand ils sont dans la difficulté, il faut justifier les défaites, c'est la faute de l'arbitre, c'est quand même le meilleur moyen globalement. Et puis on peut justifier les défaites, même si la limite de son argumentaire, moi je ne suis pas de son avis sur l'analyse du but, mais pourquoi pas, on peut en parler. Ce qu'on peut lui rétorquer, c'est qu'au moment où le PSG encaisse ce but, le PSG est encore qualifié. Un but partout, on est bien d'accord. Et son rôle est aussi de faire en sorte que le cap soit gardé et que ce qui s'est justement passé n'arrive pas. Mais après, moi, ma religion sur les entraîneurs au Paris Saint-Germain, elle est claire depuis bien longtemps. C'est encore un soir pour le répéter. Ils peuvent virer Pochettino. Ils ont fait en sorte que Tourelle s'en a. Enfin, Tourelle a été viré aussi. Emery, Blanc, qui vous voulez. Elisabeth Ancelotti, ça n'allait pas non plus. Donc, ils peuvent mettre l'an prochain, s'ils veulent, Guardiola avec Mourinho comme adjoint. Si ça continue de gérer de la même manière, de la tête pensante jusqu'en bas, ça ne marchera pas. Donc, évidemment qu'il fait des conneries, Pochettino, c'est une évidence. Mais moi, je ne suis pas sûr que ce soit le coupable numéro 1 de cette défaite-là, parce qu'il y en a tellement qui ont ressemblé à celle-ci auparavant sans que ce soit lui, qu'au bout d'un moment, on peut virer les coachs à chaque fois. Moi, je te rejoins un tout petit peu, mais moi, ce qui me gêne quand même, alors je veux bien croire que tu fais pas ce que tu veux au Paris Saint-Germain, mais qu'est-ce qui t'empêche à un moment donné, quand tu sens qu'effectivement, comme il le dit, le côté émotionnel a changé, que tu sens que ton équipe est en difficulté. Jo l'a signalé tout à l'heure, à 2-1, tu n'es pas éliminé. Tu es encore dans la course, il n'y a pas de problème. Même à 3-1, tu peux aller chercher... Qu'est-ce qui l'empêche, à un moment donné, de prendre une décision qui fait que, de faire rentrer les remplaçants, tu prends des décisions fortes. Olivier, tu t'en fous. Olivier. Qu'est-ce que ça va changer? Olivier Bertrand va prendre la décision de retrouver pour la première fois dans l'équipe du soir, là, pour cette soirée, Karine Galli. Karine, vous étiez au match, vous avez vécu ça. Vu du stade, l'effondrement du Paris Saint-Germain, vous pouvez nous le raconter? Vous le sentiez avant le premier but de Benzema ou pas?
Non, vraiment, on le sentait pas parce que les Parisiens, enfin j'imagine c'est ce que vous avez dit, honnêtement, ils sont meilleurs que leur adversaire en première mi-temps. Il n'y a pas d'ambiance dans le stade. On entend énormément les Parisiens encourager leur équipe, les 1800 Parisiens. Et puis il y a ce but encaissé avec, à mes yeux, faute de Benzema sur Donnarumma et tout s'effondre. Et c'est ça qui est complètement dingue. C'est au lieu de se dire, bon, ben, on est encore qualifié, tout va bien, à chaque fois que Mbappé est touché, il peut punir Courtois. Ben non, il y a plus rien, il y a une fébrilité énorme, il y a des joueurs qui baissent la tête, il y a même un moment, même si c'est en fin de match, quand on voit Kimpembe qui prend ce carton jaune pour exaspération, ils y croient même plus, alors qu'il y a en plus une prolongation à aller chercher. Et puis ce qui est en fait triste, je trouve, ce soir, c'est que l'un des gros ratés du match, c'est quand même Marquinhos, alors que Marquinhos, c'est le capitaine de cette équipe, c'est lui qui a marqué souvent des buts importants en Ligue des Champions pour sauver son équipe, et là, il a été dépassé du début jusqu'à la fin, et au coup de sifflet final, il tombe la tête en avant, il reste, je sais pas, 1 minute, la tête vraiment dans la pelouse, complètement déconfit. On a aussi Verratti qui est au sol et tout, et finalement, il n'y a que Kylian Mbappé qui est debout, qui ramasse Verratti et qui part au vestiaire. Je ne sais pas pourquoi vous mettez la pub dans les oreilles. Mais... parce que c'est la pub. Tout est extrêmement logique. Ah, d'accord. Ben oui, parce qu'on vous retrouve à 2 minutes de la pause pub. Allez, à tout de suite. On se retrouve avec Karine et tous les copains du soir. On parle de Mbappé, spécial dédicace à Nabil. Mbappé au top. Est-ce un match qui scelle définitivement son départ du Paris Saint-Germain? Hey, est-ce un match qui scelle définitivement son départ du Paris Saint-Germain? Habillage à la parisienne, s'il vous plaît. Jo, vous me dites? Ça va pas aider à le garder. Oui. Hervé? C'est rien. Est-ce que... Rien? Ben non, mais je sais pas si elle scelle définitivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est son dernier, il sera parti en Coupe d'Europe. Évidemment, il sera parti sur une belle note. Ok. Olivier? Pour moi, oui, parce que pour moi, je pensais que c'était fini, ça change rien, quoi. Pour moi, ça change rien du tout, il était parti. Ok. Bertrand? Je dis oui, mais bon, là, c'est vraiment ce que je ferais si j'étais à sa place, quoi. Mais bon, en vrai, je l'ai pas eu au téléphone. Donc... Non. Ah, je l'ai rarement, d'ailleurs. D'accord. Didier? Je pense que s'il avait un doute, et un gros doute, là, ça va pencher en la défaveur du PSG quand même. Ce qui s'est passé, c'est pas rien, c'est 1e fois. Il se trouve que le Real, là, il a vécu une ambiance, une folie ou quelque chose comme ça. Et oui, enfin, quelque part, peut-être ils avaient fait une super saison européenne, encore pas loin, en truc, tu vois. C'est ça, en fait. Mais là, tu te dis, tu t'en sortiras jamais, quoi. Voilà. En fait, là, on est à chaud. J'essaie, en réfléchissant à la question, d'avoir des arguments. Essaye de te dire, parce que là, on est à chaud, il y a de l'énervement, etc., de l'agacement, de se dire, bon, si tu dois prendre la décision à froid, de relativiser ce qui vient de se passer ce soir. C'est difficile à relativiser. Mais le problème, c'est que ce qui reste, c'est que de toute manière, c'est encore une fois où ils sont passés à travers dans un soir où ils étaient attendus et que mentalement et que machin. Et c'est déjà arrivé. Et dans une quête de titres et de progrès, c'est pas rassurant du tout. Et donc, et qu'est-ce qui lui garantit que l'an prochain, ce club-là aura progressé à ce niveau-là? Rien. Zéro, nada. Donc je vois, si la décision n'était pas prise, je vois peu d'éléments de se dire a posteriori, en fait, c'est pas si grave, allons la reconquête. On va aller voir Karine Galli. Karine, sur ce match-là, où Mbappé quand même a été stratosphérique pendant, on va dire, les 3/4 du temps. Voilà, a marqué 3 buts, il y en a 2 qui ont été refusés, un vraiment pour un hors-jeu, voilà. Comment était l'attitude ce soir du stade envers Mbappé? Bah déjà, il a été applaudi lorsque son nom a été cité. C'est quand même assez incroyable. C'est pas un ancien de la maison, c'est peut-être un futur joueur madrilène, mais pour l'instant, il n'a pas d'histoire avec le Real Madrid. Il a été applaudi, c'est rarissime quand même. Et il n'a pas non plus été sifflé lorsqu'il a marqué. Donc c'est absolument dingue quand même. Et là, depuis que le match est terminé, il y a tous les supporters qui voient l'équipe, etc. Donc ils viennent tous nous parler de Kylian Mbappé Madrid, Kylian Mbappé Madrid. Ils sont tous persuadés que de toute façon, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on a l'impression quand on parle aux supporters que Kylian Mbappé est déjà un joueur du Real Madrid, ce qui est complètement lunaire parce qu'il est au PSG, on ne connaît pas son avenir, mais pour eux, ils l'attendent depuis quasiment 2 ans et l'histoire va forcément débuter cet été. Ils l'attendent même depuis 3 ans, parce que moi je me souviens qu'à la présentation d'Eden Hazard, une partie du public était là pour la présentation de Eden Hazard, disait Keremos, nous voulons Mbappé, il le scandait.
le jour de la présentation d'Eden Hazard, qui était présenté à l'époque comme le successeur de Cristiano Ronaldo. Sur l'avenir d'Mbappé, votre position intéressante parce que vous me dites, bah non, je peux pas vous dire. Ah non, aujourd'hui, parce qu'il y a deux manières de voir ce match. Soit on se dit effectivement au moins il a laissé le Paris Saint-Germain sur une belle note, enfin avec une élimination quand même au final, et peut-être qu'il a aussi la volonté, surtout s'il se dilait, paraît-il, un contrat de 2 ans, alors ce qui peut être peut-être plus intéressant pour lui avec une possibilité de sortir dès la première année, parce que le Qatar, espérant bien sûr conserver Kylian Mbappé au moment de la Coupe du Monde, bah peut-être il peut se dire, s'il y a 2-3 recrutements que je peux espérer, quelques postes, à discuter, prendre de l'importance. Ce qu'on veut dire, c'est que effectivement, peut-être le doute s'est installé, mais là, ça joue pas vraiment en sa faveur de rester quand même. Ce qui s'est passé ce soir, tu trouves pas? Je connais pas le rapport qu'il a avec ses coéquipiers, par exemple. Peut-être qu'avec Verratti, avec Kimpembe, là, on me dit qu'il a ramassé l'un et l'autre qui étaient complètement détruits. Est-ce qu'il peut y avoir aussi ce sentiment de se dire, on tente une dernière année, d'avoir la possibilité de faire quelque chose? Karine va peut-être vous aider, en tout cas va rebondir sur vos propos. Karine, allez. Oui, moi j'ai l'impression que Hervé est quand même très optimiste parce que ce qu'on a vu ce soir, c'est un Kylian Mbappé qui est au rendez-vous, qui marque, qui a des buts hors jeu, qui donne aussi des bons ballons, notamment pour Neymar et Messi, donc il les a mis dans les meilleures conditions. Et au final, ça ne suffit pas pour que son équipe passe. Lui, il n'a rien à se reprocher ce soir. Oui, viva España! Et en fait, ce qu'on voit aussi à la fin du match, c'est des Parisiens qui sont anéantis et l'un des seuls qui reste debout, c'est Kylian Mbappé. Et vraiment, l'image, elle est marquante parce que je vous l'ai raconté, il y a Verratti, il est par terre, à genoux, dépité. Et Kylian Mbappé, tu as l'impression que c'est lui le leader qui vient relever son copain, qui lui dit d'être fort, d'être debout. Et après, il prend la direction du vestiaire. Kylian Mbappé, on le sait, il veut tout gagner. Et là, ça fait plusieurs échecs qu'il vit avec le PSG. Donc, je vois pas en quoi ce qui s'est passé ce soir pourrait être un indice positif ou un indice qui pourrait nous faire croire qu'il va continuer au PSG. Je trouve que c'est terrible ce qui s'est passé pour le PSG et pour la suite de Kylian Mbappé au PSG. La description que vous avez faite, Karine Galli, la fin de match, tous les gars sont ramassés. Sauf lui. Sauf lui. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Ouais, du côté du Paris Saint-Germain, c'est une possibilité. Moi, non, j'ai pas dit qu'il resterait après ce match au Brésil. Je n'en sais rien. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez le conserver, là, on a vu que c'était le leader absolu. C'est-à-dire que le boss de l'équipe, c'est qu'on lui dit en gros, c'est toi qui es au centre complet du projet. Ça, c'est clair, Hervé. C'est clair depuis. Ça, c'était. Oui, c'est clair. Mais l'entraîneur du PSG, je regrette, mais quand Pochettino, en conf de presse, dit que le meilleur joueur du monde, c'est Lionel Messi. Mais ça, il a le droit de le dire. Mais Olivier, ça, je peux te dire que c'est pas une manière de le mettre au milieu du projet. Peut-être que toi, tu le sous-estimes, mais ça, pour les joueurs, maintenant, je ne sais pas si ça a changé les époques, les mentalités, etc. Mais c'est-à-dire ça les rend dingues. C'est dévastateur, ça? Bah oui. Ça les rend dingues. Pourquoi? Et parce qu'en fait, Mbappé, il a envie, il a besoin qu'on lui montre que c'est le numéro 1 sûr, incontestable, etc. Alors on peut juger que c'est excessif parce qu'il y a Neymar, il y a Messi par rapport à ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une semaine, Leonardo trouve brillamment un moyen de dire Mbappé c'est le meilleur joueur du monde. Bon après il y avait quelques alinéas mais enfin bon, Mbappé t'es le meilleur joueur du monde. Une semaine après ton entraîneur, il te dit pas d'une manière aussi définitive t'es le meilleur du monde, il fait un peu les arbitrages avec d'autres, et ben lui va considérer ça comme injuste. Et alors après on est d'accord ou pas d'accord, mais l'interprétation qu'il en fait elle est pas bonne. Si effectivement ce que tu es en train de dire est vrai, ça veut dire que ce club ne comprend strictement rien et c'est pour ça que ce club va mal. On le sait qu'ils ne comprennent rien. Non mais c'est encore plus évident. Si tu ne peux pas accepter de dire que ton joueur, le meilleur joueur de ton équipe, c'est Kylian Mbappé et qu'il est nettement au-dessus des autres depuis 6 mois... Non mais si tu peux pas le dire. Pochettino là, c'est pas le club en tant que tel. Mais je m'en fous. Pochettino il dit que c'est Messi. Je suis pas d'accord là-dessus. Mais oui, mais ça c'est une erreur de com. Mais oui, mais j'entends bien. Et si toi Benitez, Ronaldo, Benitez, le jour où Benitez, quand c'était une des premières confs de presse de Raphaël Benitez quand il arrive au Real Madrid, on lui dit le meilleur joueur. Est-ce que Ronaldo c'est le meilleur joueur? Il a mis en concurrence Ronaldo. Voilà. Et il a fait bien. Mais là il a été bête. On est bien d'accord. Ah mais il paraît que l'autre dans le vestiaire c'était fini. Mais on est bien d'accord. Ah c'était fini. Il l'avait pas dit de lui c'est le meilleur, même s'il le croit pas. Il a le droit de dire l'autre. Je l'entends bien. Il pas de Ronaldo là mais. Non mais je de Ronaldo, l'autre. Mais je l'entends bien. Mais pas de Messi. Tu peux pas commettre des erreurs aussi dingues. Connaissant le gamin comme tu le connais, et c'est son but, et il le démontre. Il le démontre depuis 6 mois. T'as raison. Si t'es pas, mais alors ça veut dire que ce club-là, il comprendra jamais rien. Là, c'est pas le club en tant que tel. Non, mais Pochettino a dit une chose et Leonardo a dit l'autre, puis après il fait presque marche arrière. C'est comme les stars partout. Je reviens. Donc il va se casser. Je vais donner la main à quelqu'un qui s'est tu, mais qui a répondu. Au début, vous étiez le premier de cordée. Vous m'avez dit plutôt oui. Dans votre plutôt oui, ça veut dire qu'il avait déjà pris sa décision avant?
Non, je dis que ça ne va pas aider. Ça va pas aider. À prendre la décision de rester. Parce que moi, je pensais qu'il allait rester par rapport justement au Qatar, voir le futur le meilleur joueur du monde sur la Coupe du Monde, qui va briller et l'avoir dans son club. Là, c'est vrai que la décision, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque année, ça se répète. Au niveau du caractère, ça manque. Lui, après, il va relever ses coéquipiers parce que je pense qu'il a fait le job. Il sait qu'il a fait le job. C'est vrai. Sur les 2 matchs, il a été présent, il a montré que c'était le meilleur du PSG. Et donc, il va peut-être relever les mecs pour, mais je peux vous poser montrer une question aussi, à tous, là. Oui, avec plaisir. Qu'est-ce qui empêchait Kylian Mbappé d'annoncer qu'il c'est pour ça que je suis persuadé qu'il part. Qu'est-ce qui empêchait Kylian Mbappé d'annoncer qu'il restait au PSG? Parce qu'il n'a peut-être pas pris sa décision. Ah oui, peut-être que c'est pas fait. Donc, je pense que c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi, ça veut dire qu'il ne veut pas rester au PSG. La tendance, c'est pas ce qui reste, mais vu qu'il n'est pas parti, potentiellement, il y a encore l'opportunité qu'il puisse rester. Non mais donc le match de ce soir, on peut c'est pour ça qu'on on est bien tous d'accord là-dessus. Hervé, il ne sait pas, mais j'en sais rien. Moi, mais c'est de l'interprétation. Mes amis, ce soir, Paris est éliminé. Oui. Paris est éliminé. Ah bon? Mais la note de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il a voulu donner combien à Kylian Mbappé? C'est drôle. C'est dur. 8. C'est drôle, hein? Je pense que moi j'hésitais. J'ai un 8, donc c'est un très bon match. Et j'ai du bon match. 8 sur une élimination qui est considérable pour les conséquences de Paris cette saison. C'est drôle de mon. Ouais, allez-y, Jo. Il n'est pas impliqué pour moi dans l'élimination. Parce que. Ils sont éliminés parce que défensivement, ça ne va pas. Alors, et je ne trouve pas qu'il a délaissé l'équipe défensivement. Je trouve qu'il a été très fort offensivement et défensivement, il a été dans son registre. Il a travaillé pour l'équipe. Donc, je n'impute pas l'élimination sur les 2 matchs. Et je trouve qu'il a été énorme sur les 2 matchs. Dans son jeu, donc le 8, oui, alors après ça peut se discuter. Je lui mets 8 justement pour ça, parce qu'il est vraiment au-dessus de tout le monde. Moi je suis d'accord, moi je lui mets 7 juste par rapport au fait qu'il est quand même dans le camp des perdants et il y est pour rien, je suis bien d'accord. Parce qu'après, il faut noter les autres, c'est-à-dire que même si on accorde 10 à Benzema, je trouve par rapport c'est la cohérence générale, c'est plutôt ça, mais évidemment il était très très bon. Tu vois, le 10 à Benzema, pour un 8, il y avait vraiment match dans le match, quoi. Entre les deux, je trouve. Parce que moi, je voulais mettre 9 tout à l'heure à Benzema, parce que 10, je trouve que c'est une note un peu particulière. 9,5, voilà, c'est pour ça, parce que le 10 me gêne un peu, parce que c'est une note un peu particulière pour nous. C'est vrai qu'il a mis 3, il a qualifié son équipe. Ouais, mais 10, c'est un truc, c'est autre chose. Il y a quelqu'un qui a eu un 10 récemment. Oui. C'est qui? Lafont face au Paris Saint-Germain. Mais c'était 3 joueurs, 3 gardiens qui avaient eu ce 10. On avait donné Salenko, vous vous souvenez, il avait eu un 10 en Coupe du Monde, parce qu'il a mis 5 buts. Donc c'est pour ça que à la rigueur, si tu mets 4 buts, 5 buts. Ok, mes petits, cohérence par rapport même à l'histoire du journal. Enfin, tout ça est extrêmement compliqué. Neymar contre Messi, pour vous, qui a été le plus décevant ce soir? Neymar, Messi, Neymar. On y va, mes petits. Oh, Neymar. Jo, vous me dites Neymar ou Messi? J'ai envie de dire les deux, mais peut-être plus Neymar. Neymar? Jo. Même s'il met une super passe. J'adorais Johan comme joueur, même comme analyste. Neymar pour moi. Neymar également, 2 Neymar. Sans conteste Neymar. Neymar, sans conteste. Ouais, c'est pas simple parce que Neymar il fait la passe D pour Mbappé. Non mais ça compte quand même. Neymar, mais parce qu'il perd aussi le ballon. Ok. C'est la seule chose qu'il a fait du match. Neymar ou Messi? Si, il a fait des trucs sympas. De Neymar maintenant. Moi, Messi, et puis maintenant, il n'aura plus l'occasion cette saison, si tu veux, parce que s'il te marque 3 buts contre une équipe de Ligue 1 ou quelque chose comme ça, maintenant, on s'en fout. Donc, on aurait aimé qu'ils les mettent déjà, mais... Voilà, mais je pense que ça ne va pas plaire à Guéraud, mais Messi, en deuxième mi-temps, il n'y est pas du tout, quoi. Alors, Neymar, je lui reproche, si tu veux, d'y être, et tu sens qu'il en a un peu sous le pied, il est comme ça, je me promène, voilà, Copacabana, machin. Karigali. Mais Messi, alors Messi, il perd pas de ballon, hein. Il y a au moins un truc, mais il ne prend aucun risque. Mais Messi, il est fantôme et l'autre, il est mauvais, quoi. Donc c'est difficile de choisir entre les deux, quoi. C'est dur de dire ça. Messi ou Neymar, Karigali, pour vous, celui qui vous a le plus déçu ce soir? Ça sera Neymar parce que évidemment la passe décisive pour Mbappé est belle, mais je me souviens aussi de beaucoup de pertes de balles. Je me souviens de la perte de balle avec Modric qui après fait une ouverture magnifique. Je me souviens d'une frappe de grand-mère alors qu'il était bien servi pour les gants de Thibaut Courtois. Je me souviens aussi un petit peu d'énervement de Neymar quand le match évidemment est perdu par les Parisiens, qu'ils n'ont plus le fil de la rencontre. Donc je suis plus déçu par Neymar. Messi, je l'ai vu parfois défendre, je l'ai vu aller gratter un ballon dans les pieds de
Mbappé, je l'ai vu orienter le jeu et tout. Alors je vais mettre 5 à Messi et 4 à Neymar. Il n'y a pas une différence énorme, mais pour moi c'est quand même Neymar qui est plus décevant que l'Argentin ce soir. Ok, d'accord. 5 à Messi et 4 à Neymar. Je vais vous citer Bertrand sur Neymar. Neymar continue de vouloir faire du Neymar. Il n'en a plus les moyens. Et notamment sur des choses, à mon avis, que nos téléspectateurs, s'ils ont vu le match ou si ils l'ont suivi sur la chaîne équipe, ne fait plus de différence en 1 contre 1. Ben oui, c'est terrible. Il y a une action juste avant la pause, 45 plus 2, où les services, je ne sais plus par qui, si c'est Messi ou Mbappé, enfin, il y en a un qui est dans le coup. Et normalement, ça passe. Ben oui. Avec le Neymar qu'on connaissait. Mais normalement, il y a un truc qui se passe. Quand il est arrivé au Paris Saint-Germain et pendant un long moment, déjà chaque fois qu'il était en 1 contre 1, il passait, tu ne te posais pas la question. Chaque fois qu'il tirait, soit il y avait but, soit il y avait poteau, soit il y avait un danger, mais imminent. C'est-à-dire que chaque frappe était un vrai danger de but. D'ailleurs, il y avait à un moment donné, moi je considérais même que devant les cages, de manière clinique, Neymar, il avait un taux de conversion, je trouvais, qui était plus important que celui de Mbappé. Sur les face-à-face, etc., ça faisait mouche quasiment à tous les coups. Là, Neymar, donc là on en est maintenant du coup à 10 matchs en Ligue des Champions sans marquer de but. 9+1, a priori ça fait 10. Oui. Les stats ne disent pas tout, mais ça illustre quand même pour un joueur de cette dimension-là. Donc il n'y a plus de différence sur les dribbles. Il y a plus de but, il y a presque plus rien. C'est l'ombre du joueur qu'il a été il n'y a pas si longtemps que ça. Et autant pour Messi, il peut y avoir des circonstances atténuantes et il vient d'arriver, même si de moins en moins, et puis l'âge, etc. Et là, on parle d'un joueur qui a 30 ans, Neymar, qui est sans arrêt blessé et en vrai, qui s'en fout honnêtement. Moi, l'interview de Leonardo avec Damien et c'est José, je crois, était très bien l'interview, mais il dit un paquet de conneries dans cette interview et faire croire aux gens que Neymar il est impliqué, tu peux pas. Enfin, dire décemment quand tu es employé du Paris Saint-Germain, enfin celle-ci a été grosse à entendre quand même. Enfin, elle a été dure à entendre. Et c'est un désastre quoi. Moi, ça me fait chier. Sur Messi, qui a un point commun également avec Neymar, en 1 contre 1 lui aussi. En 1 contre 1 ce soir, c'était quand même pas tant. Il y a plus rien. Mais alors, il y a des passes, il y a une vision sur la passe. Oui, mais sur la passe, pas sur le dribble. Pas sur le dribble, plus sur le dribble. Il y a quand même eu il a tenté des trucs, il a essayé de faire, mais si. Donnez-moi, Olivier, le moment où il y a une action ce soir, Voilà, ce qu'a dit. Pas sur la passe, sur le dribble. En première période. Sur la récupération de balle qu'il fait dès le début du match, vers la 8-10e minute, au départ, il récupère la balle et il élimine 2 personnes. Il va dans autant pour moi, vous avez raison. Et après, il y a sa percée, effectivement, c'est pas sur un dribble, mais il me semble qu'il élimine quand même quelqu'un avant quand il met le petit piqué qui est au-dessus du gardien. Voilà. Ce à quoi on en est rendu quand même, on parle de peut-être un des meilleurs joueurs de l'histoire. Oui, mais c'est comme ça. Là, tu es quand même dans un passage de relais. Quoi. On l'avait déjà dit un petit peu au match aller, mais tu as vraiment le sentiment que Messi, il va pas être content parce qu'on va encore lui mettre une mauvaise note. Donc il va alors encore dire. Ah non, moi je mets 7. On va dire qu'on lui veut du mal, mais on est vraiment en train de le passer. Moi, ce qui m'inquiète et de Neymar et de Messi, c'est que tu les sens plus impliqués. Si, Messi, moi je n'ai pas un problème d'implication. Messi, moi, c'est un problème de niveau. Je pense que Messi. Les gars, elle est ça l'application. Elle est comme ça. Non, mais tu sens moi j'ai la sensation qu'il essayait de faire des choses, Messi. Même Neymar. Les amis, une courte pause, on va se retrouver au moment où vous prenez le contrôle de l'émission pour les notes de l'équipe du soir. De l'équipe du soir, on va noter Marquinhos, oui. C'est Marc Cassin qui veut noter Marquinhos. Vous pouvez noter Marquinhos, il n'a pas été dans son match. Pour moi, c'est du 3, du 4. Oh, bam, bam, bim, boum, bam. Non, on l'a vu moins bon. C'est un 2. D'accord avec son commentaire, mais pas avec sa note. Ouais, voilà. Il n'a pas été dans son match. Je passe la main à Olivier Rouillet qui n'a plus de mots. Ah non, je passe la main à Karine Galli. Karine Galli, le match de Marquinhos, c'est intéressant de vous avoir, vous qui l'avez vu en vrai, en chair et en os. Oui, Marquinhos, clairement, le ballon lui brûlait les pieds ce soir parce que ses relances n'étaient pas justes. On l'a vu évidemment en difficulté dans les duels aériens. Il est fautif sur le ballon qui remet dans l'axe et qui permet à Benzema de marquer. Et puis, lorsque les Parisiens encaissent ce premier but, c'est pas un capitaine qu'on voit. Tout le monde se délite en quelques minutes alors que le PSG est toujours qualifié, je le répète, et on voit pas un Marquinhos qui applaudit dans les mains, qui harangue ses joueurs, etc. Donc ce soir, c'est une faillite totale pour Marquinhos. Dieu sait qu'il a été au rendez-vous parfois avec le PSG, mais ce soir, c'est pas le cas. Et à la fin, je vous dis, cette image où il tombe la tête dans la pelouse, il a mangé la pelouse, c'est en fait ce qu'il a vécu, j'ai l'impression, à partir du moment où le PSG a perdu pied. Donc ce soir, c'est vraiment une soirée sans pour le capitaine parisien.
Ok, soirée sans pour le capitaine parisien. Vous avez autre chose à ajouter sur Marquinhos, sinon on peut filer sur d'autres joueurs. Une des idées, par exemple aussi pour Kylian Mbappé, si vous espérez le conserver, c'est peut-être de lui dire, d'accord, vous expliquez à Marquinhos, vu l'état dans lequel il a terminé cette rencontre, que vous pouvez lui donner le brassard, par exemple. Mais bon, c'est important le brassard. Et bon, si c'est pour faire signer un contrat de 5 ans à Mbappé qui reste sur la durée, moi je dis qu'il peut tout lui donner, même le nom de la ville. Mais là, si c'est pour Marquinhos lui dit pendant un an, bon bah écoute, t'es gentil, mais tu fais la pointe. Et puis après, quand Mbappé sera parti, à un moment, t'es joueur de haut niveau. Non mais je suis d'accord. Oui, mais il faut accepter. Ça va froisser Marquinhos. Bon, bah ça froisse Marquinhos, ça froissera. Non, mais je suis pas sûr que ça envahit le coup. Mais après, c'est pas un argument. Non, si tu me dis il va pas être content, il a qu'à être content. Non, mais on peut considérer que ce soir c'est devenu une valeur d'ajustement Marquinhos PSG, mais c'est pas le cas. Non, mais c'est un joueur très important. Bah si, parce que si tu enlèves le brassard, tu dis non mais on compte sur toi, t'es très bon, mais du coup on t'enlève le brassard. C'est pas ça, mais si Kylian Mbappé, ça peut être un argument supplémentaire, j'en sais rien. Parce que Kylian Mbappé, si tu veux, ce type d'honneur, ça peut lui faire plaisir. Ok. Ouais, mais après, honnêtement, il a toutes les vertus, toutes les qualités du monde, Mbappé, mais. Je sais pas, il y a 6 mois, on lui reproche encore son individualisme. Là, maintenant, je vais vous donner une idée. Hervé, c'est une idée. C'est une idée que on je l'a vous donnais. refusée. Voilà. On refusé, pas de souci. Allez-y, vous prenez le contrôle de l'émission. Alors, Marco Verratti, on me dit, il y a eu juste un petit bug. Verratti, il a combien, Marco Verratti? J'attends la note de Joël Micou. 6, satisfaisant. 6 satisfaisant. Ouais, moi j'aurais eu 5 aussi. 5 et 4. Ça a été comme 5. Vous êtes l'homme. Non, mais je l'ai trouvé très bon pendant 1 heure. Voilà. Ah ouais, ok. Parfait. Et puis après, il est parti dans le naufrage avec tout le monde. Et je trouve qu'à un moment donné, c'est plus le petit joueur de 20 ans qui est arrivé il y a 10 ans à Paris, ça doit être le patron du milieu. Alors je peux entendre que seul, c'est difficile de pouvoir, mais les grands joueurs, aussi par le caractère, ils peuvent aussi seuls amener tout le monde avec eux. Et malheureusement, il fait aussi partie de tous ces joueurs qui ont vécu toutes ces épopées négatives. Donc... Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, pourquoi tu mets pas 4 Ouais, non, parce que j'ai trouvé très bon pendant 1 heure. Alors après, oui, mais bon, je fais un 7-3, donc ça fait 5. Ouais, j'avais les mêmes remarques que toi, sauf qu'à la fin, ça fait défaite 3-1, élimination, fiasco et tout. Donc, au cœur de la défaite, il y a des joueurs qui sont sortis un peu mieux que d'autres. Je suis d'accord. Mais 4, c'est pas non plus le 2 de Marquinhos, c'est le double. Ouais, c'est double, mais ça veut dire qu'il a été, alors qu'il a c'est insuffisant. Première mi-temps, il a rayonné. Oui, je suis d'accord. Après, il y a 2 mi-temps. Je suis d'accord, tu as raison. Mais il n'a pas été broyé non plus pendant 20-25 minutes. Et après, effectivement, c'est plus quasiment sur son impact mental ou psychologique qu'on peut le critiquer. Après, plus que ça, parce que c'est aussi le joueur, le technique du milieu, le mec qu'on dit quand on est en panique, on lui donne le ballon, il le garde. Ah mais tu peux pas être seul, t'es d'accord. À un moment, il faut qu'il y ait du monde autour de toi. Quand ça va pas, il peut pas être seul. Et puis quand il fait justement ça, notamment contre City à l'aller, où il a été énorme, tout le monde dit il n'a pas fait avec les autres. Hein. Il a fait seul. Quand il dribble, il garde le ballon, il oriente, il le fait. Oui. Non, mais ça, techniquement, il est capable de le faire. Si tu prends l'eau de tous les machins, tu veux quoi? Qu'il fasse 50 mètres là, qu'il fasse 40 mètres là, qu'il fasse truc. À un moment donné, il avait le ballon quand même. Il est là. Ils n'ont pas pris des vagues. Ils avaient le ballon. Ils le perdaient rapidement, mais ils l'avaient. Un petit peu, mais je vois pas. Je pense que c'est un problème collectif. Hein. Et sans doute qu'il y a un manque de caractère chez pas mal de joueurs, et notamment des joueurs leaders. Il en fait partie, mais c'est difficile d'isoler. Non, c'est pas l'isoler, mais il en fait quand même partie. Et je trouve que, pour le coup, et Marquinhos et Verratti sont une bonne illustration, parce qu'il y a ça fait partie des joueurs qui ont une bonne cote de popularité qu'on aime bien. C'est des joueurs qui nous sont sympathiques parce qu'ils sont tout le temps bons quasiment, parce qu'ils renvoient des choses positives, mais eux aussi font partie de ces défaites-là en permanence. Et la réflexion que faisait un petit peu Johan tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, ils ont toujours été là. Et c'est vrai que c'est pas des joueurs sur lesquels on a nécessairement envie de taper, parce que Marquinhos, il est tout le temps bon. Et c'est vrai que ce soir, mais sauf que ces défaites-là, dans la saison du PSG, dans l'histoire, elles comptent plus que les autres, parce qu'ils sont jugés que là-dessus. Ouais, mais tu dois les juger. Et vu qu'ils ont toujours été là, non mais il y a un moment donné, tu peux pas faire l'accumulation de ces défaites à Verratti pour lui mettre une note en dessous de la moyenne. Non, par rapport au match de ce soir. Non, son match. Après, ça c'est une explication plus globale sur la performance. Je justifie pas ma note par rapport à ce qui s'est passé avant. Je dis simplement que dans l'analyse que tu fais d'un effectif qui est censé être celui du PSG, à un moment donné, ces mecs-là, ils sont aussi tributaires. Et on a fait payer un lourd tribut à Thiago Silva à un moment donné. Eux, ils en sont aussi. Alors, je ne dis pas que les deux doivent s'en aller cet été, parce que c'est des forces du PSG. Mais peut-être qu'on les voit un peu plus beaux que ce qu'ils sont réellement quand même.